Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. Aujourd'hui, on parle des chasseurs de démons sortis en février 2003. En avril 2004, il y avait les chasseurs de sorcières avec du coup les sœurs de bataille. Et non, je réponds tout de suite à la question. Il n'y aura jamais les chasseurs de Xenos. Avec l'aide des Swatch, on l'attendait avec impatience. Ça semblait logique qu'une sorte de trilogie avec Lordo Malleus, Lordo Hereticus et Lordo Xenos. Mais il n'y aura jamais lors de la V3. Donc chasseur de démons, c'est assez drôle la vidéo, j'avais prévu de la faire depuis un petit moment même. Vous avez fait le mois dernier une petite vidéo sur l'unboxing des agents inquisitoriaux de la boîte Kill Team. Et là en fait ça va sortir, je crois, les précommandes du nouveau codex de la V10 sort en fin de semaine. Donc ça tombe pile poil. Je vous donnerai mon avis sur Côté A, sa nouvelle figurine. Ouais, je vois de tout de suite, j'aime pas du tout. Voilà, ça c'est fait. Donc là, l'Inquisiteur Côté Az en mode stylé. Et ce codex, je l'ai relu déjà plusieurs fois. Et ça fait toujours du bien. Il est très, comment dire. On revient aux sources. En fait, on revient aux sources même du jeu de Games, de Warhammer 40 000. On voit qu'il y a un souci d'équilibrage, mais surtout un souci de cohésion narrative. C'est ça qui domine dans ce codex et ça fait vraiment du bien. C'est pas, on n'était pas encore à l'époque où Games était à fond dans le compétitif. Le compétitif qui n'existait pas ou presque pas. Les tournois, mais sans plus quoi. Donc là, quand les chasseurs de démons, Lordo Malleus, donc on nous explique un peu ce qu'est Lordo Malleus, donc avec les inquisiteurs et les chevaliers gris. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y aura un codex qui parle des chevaliers gris. Donc on nous explique en gros ce que c'est un inquisiteur, le rôle des chevaliers gris, et également qu'il y aura des règles pour ceux qui affrontent les chevaliers gris. Assez intéressant, c'est-à-dire que si on jouait quelle que soit l'armée, on avait des petites règles spéciales en plus. Alors, c'est pas grand-chose, mais d'abord c'est sympa. Donc en gros on nous dit que, alors il n'y a pas encore l'histoire d'avoir mis Titan dans le Warp et tout, mais on nous explique dans le lore Chevalier Gris, en gros que c'est l'empereur qui a décidé de tout cela. Alors j'ai pas relu les tests comme ça, mais je crois pas avoir vu l'histoire de Titan dans le Warp. Tout ce que je me rappelle, c'est que en fait on nous dit que les Chevaliers Gris sont des Space Marines ++, dont ils n'ont pas de primarque parce qu'ils viendraient prétendument plutôt de l'empereur, donc qui serait issu du génome de l'empereur. C'est pour ça qu'ils seraient supérieurs aux Space Marines de base. Donc ils sont supérieurs en tout. Il nous dit qu'ils ont tous un niveau d'archiviste en gros, etc., etc. Donc là, du coup, on nous parle un peu plus des chevaliers gris, la biomaison, la psychochirurgie, qui prennent leurs recrues un peu partout sur les mondes sauvages les plus féroces et qui subissent en fait des épreuves qui rendraient fou la plupart des Space Marines. L'organisation militaire des chevaliers gris qui ne suit pas en fait le codex Astart et que comment dire, ils fonctionnent plus comme par unité presque indépendante. Ils sont regroupés avec un grand maître, etc. Mais voilà, ils savent se débrouiller seuls. Les règles spéciales des chevaliers gris de l'époque. Ça c'était assez intéressant. Bon, ils sont son père comme tous les Space Marines, donc ils réussissent leur test de morale, même quand ils auraient automatiquement raté. Ils ont la frappe profondeur, donc ça n'a pas changé. Le tir à une main, oui, parce qu'à l'époque, en fait, quand on avait un pistolet et une arme de corps à corps, on avait plus d'une attaque. Là, vu que c'est un fulgurant, donc c'est le Stormbolter, maintenant qu'on appelle, le fulgurant, du coup, on leur dit qu'ils avaient quand même ce bonus-là. Je vais peut-être vous rapprocher, ce sera peut-être plus sympa si vous voulez lire en même temps. La combinaison Aegis, donc ça, c'est pour faire... à l'époque, quand il y avait des pouvoirs psychiques, donc certains parfois étaient marqués comme étant mineurs, vous ne pouvez pas les contrer, ça arrivait beaucoup plus tard, puis maintenant c'est complètement disparu. La combinaison Aegis permettait du coup de les contrer, c'est-à-dire que du moment qu'on ciblait des chevaliers gris, on pouvait contrer le pouvoir. Le voile, donc ça en fait c'est pour pouvoir tirer sur des chevaliers gris, on devait lancer un dé, pour multiplier le résultat, donc 3d6, et ça donnait la portée de nos tirs. Et si le chevalier gris n'était pas à portée, eh bien le tir était perdu, on ne pouvait pas redésigner notre unité. Les raies d'exorcisme, alors ça c'est pour les démons. Les démons en fait ils font pas de test de morale, ils font des tests d'instabilité. Et ils avaient -1 ce test. Et l'invasion démoniaque, en fait c'est-à-dire que tous les démons avaient la règle attaque soutenue. Voilà.
Il peut par contre pas tenir de carte de table, etc. C'était pour contrebalancer le fait que les chevaliers gris avaient beaucoup de trucs pour les détruire. Donc c'était stipulé narrativement par le fait que quand les chevaliers gris interviennent, c'est qu'une invasion démoniaque d'ampleur qui risque d'arriver. Donc les démons, pour contrebalancer, avaient l'attaque soutenue. On nous parle là des inquisiteurs de l'Ordo Malleus. Donc on nous explique en fait que dans les inquisiteurs, il y a deux mouvements. Les puritains, oula, excusez-moi parce avoir fait sauter l'écran, et les radicaux. Donc les radicaux, ce sont les inquisiteurs qui en fait utilisent les armes de leur ennemi contre eux-mêmes. Contre eux. On va dire les plus courants, c'est ceux qui utilisent juste leur pouvoir psychique et c'est pas forcément mal vu. En tout cas pas trop. Et le pire du pire, ce sont ceux qui vont créer carrément des possédés. Et ceux-là, parfois, ils peuvent se faire excommunier. C'est un peu plus chaud. Les puritains, donc ceux qui suivent la voie de l'empereur, mais même chez eux, il y a différents mouvements. Par exemple, il y a les tauriens. En fait, ils essaient de ressusciter Saint-Sébastien Thor. Il y a les Amaliens, je crois. Ils en parlent dans ce codex-là, je crois. Il y a les monodominants. Alors, ceux, c'est les plus extrémistes, c'est-à-dire c'est ceux qui sont, qui rejettent tout. Ils sont, le moindre petit écart et boum, on vous bute, quoi. Les autres, c'est Amalatiens. Voilà, les Amalatiens, eux, en gros, ils veulent faire les choses tranquillement. Ils sont pas contre les changements brutaux, mais ils sont pas pour autant contre le changement, tant que ça maintient une sorte de statu quo. Et puis bien sûr, il y a encore d'autres. Donc en fait, vous pouvez faire venir votre inquisiteur n'importe quel courant, même en inventé. Il y a autant de courants que d'inquisiteurs presque. Les pouvoirs psychiques de l'Ordo Malleus. Rien de très spécial. Il y avait le sanctuaire qui faisait en sorte que les démons ne peuvent pas s'approcher. Qui était un peu sympathique, mais le reste c'est des pouvoirs en fait un peu standard. Et les hommes de main de l'Inquisition. Donc, en fait, on pouvait le créer avec nos figurines n'importe comment. Et un seigneur inquisiteur était obligé d'avoir au moins de 3 à 12. Voilà, de 3 à 12 hommes de main. Alors qu'un inquisiteur tout court n'était pas obligé d'en avoir. On peut en avoir jusqu'à 6. Donc voilà, ça c'est leur profil de base. Et quand il ne s'est pas spécifié, on considérait qu'il avait un pistolet laser et une arme de corps à corps. Donc en fait, on pouvait prendre vraiment n'importe quelle figurine et on partait du principe que c'était l'équivalent d'une arme de corps à corps, d'un pistolet laser, basique. Même si le mec, il avait un fusil à pompe. C'était pas mal. Et donc, on pouvait après choisir, en rajoutant des points, on était limité en chaque nombre. Et en fait, c'est que ils ont rajouté des capacités à l'escouade. Par exemple, le familier, je l'ai plus en initiative à l'inquisiteur. C'est-à-dire qu'en fait, l'initiative, c'est pour savoir qui tape en premier. La personne qui a le plus d'initiative tape avant. Le hiérophante, c'était plus un commandement, donc ça c'est pour les tests. L'alcoolique, c'est lui qui prend la balle à la place de l'inquisiteur, etc. etc. Rapidement quand même. Les guerriers, donc serviteur de combat, serviteur d'armes. Voilà, donc en fait c'était l'équipement, donc soit bolter lourd, etc. Le sage, plus en capacité de tir. Le mystique, c'était parce qu'il permettait, de réduire les frappes en profondeur de l'ennemi. Un peu comme maintenant d'ailleurs. Ah, maintenant. Enfin, dans l'index V10. Voilà, donc on pouvait choisir là-dedans, avoir des capacités en plus. Ou sinon, c'est un homme de main générique, on va dire. Là, ça, c'est le truc qui me manque beaucoup. C'est toutes les petites personnalisations qu'on pouvait se faire. C'était vachement sympa. Je ne veux pas parler de tout, mais je vais revenir vite fait sur l'arme de force Nemesis. À l'époque, donc comme maintenant, il n'y avait pas en fait de trucs entre les glaives, les hallebardes, les épées, etc. En fait, l'arme de force Nemesis, son pouvoir dépendait du niveau du chevalier gris. Pour un chevalier gris de base, il avait un bonus de force de plus 2. L'arme n'était pas énergétique. Et énergétique, c'est-à-dire que ça annulait les sauvegardes. Et c'était pas une arme de force. Le Justica, donc le chef, chevalier gris, plus 2 en force, son arme était énergétique et pas arme de force. Le Terminator, pareil. Le frère capitaine, pareil. Et le gros maître, son arme était considérée comme une arme de force. Une arme de force, c'est une arme utilisée par les gros psychers, les psychers les plus puissants. Et donc on lance le dé pour toucher, pour blesser et pour sauvegarder normalement. Si une blessure est infligée, le psycher peut effectuer un test psychique contre l'un des adversaires blessés par l'arme de force. Les règles normales des pouvoirs psychiques s'appliquent et vous ne pouvez pas utiliser d'autres capacités psychiques dans le même tour. Si le test est réussi, l'ennemi est tué quel que soit son nombre de points de vie.
Alors attention, à l'époque, les figurines avaient beaucoup moins de points de vie, hein. Par exemple, vous allez voir un Terminator a 1 point de vie, un Terminator Chevalier Gris, et un Frère Capitaine ne doit en avoir que 2. Le jeu était beaucoup moins létal. Donc là, en fait, en gros, là, le grand maître, il a une arme énergétique, donc il ignore les sauvegardes. Il peut faire un test psychique, et s'il réussit, bim, le mec, il est one-shot. Donc voilà, c'était ça. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle arme, d'ailleurs, ils disent hein, que ça peut être, quelle que soit une épée sanctifiée, une hache ou une hallebarde. Donc vous pouvez avoir des chevaliers avec des haches si on veut les convertir. Voilà, les animations de véhicules. Donc les listes d'armées. Alors comment ça fonctionne cette affaire? Donc ça c'est le schéma qu'on avait avant, un QG de troupes. Et on peut aussi prendre des alliés. Alors soit des Space Marines initiés, mais dans ce cas-là on n'avait pas de chevalier gris dans l'armée. C'est-à-dire qu'on faisait une armée uniquement d'inquisition. Et on peut mettre des Space Marines alliés, par contre qui n'avaient pas les règles des chapitres de quels ils viennent. C'est-à-dire si on prenait un Dark Angel, il n'avait pas la règle des Dark Angels. C'était un Space Marine standard. Pareil si on prenait des gardes impériaux. Donc gardes impériaux de Talarn, par exemple, c'est des gardes impériaux normaux. Donc si on prenait par exemple des gardes impériaux de la Légion d'Acier l'Armageddon, c'était des gardes impériaux standards. La note des concepteurs, il est possible d'utiliser des figurines de la Légion d'Acier pour représenter les gardes impériaux ordinaires ou les spécialistes d'un chapitre particulier en guise de marine classique, mais ne doivent pas utiliser leurs règles spécifiques. Et à l'inverse, on pouvait prendre des chasseurs de démons dans une armée de basique. Donc voilà, Space Marine, les variants, garde impérial, sort de bataille. Et quand il est limité à ça, on pouvait pas tout prendre. Hein. Tac. On ne peut pas prendre de soutien de chasseur de démons. Tac. Tous les choix obligatoires d'utiliser du codex de base. Voilà. Donc c'est pareil, tout le monde peut avoir une petite unité de chevalier gris. Un peu comme dans Dawn of War. C'est pas vous rappeler ce jeu, ce RTS. On avait une unité de chevalier gris dans l'armée Space Marine. Donc voilà, donc en QG, 01 Seigneur Inquisiteur. Bon, à part le fait qu'il peut avoir des compagnons qui lui donnent des bonus, il n'a rien de spécial. C'est comme un profil plutôt sympa, hein. 3 attaques, initiative 4, 3 PV, mais après voilà, c'est un humain. Il coûte pas très cher d'ailleurs en points. Le héros chevalier gris. Tac, donc CC5, c'était 5 force et endurance 3 PV, initiative 5, attaque 4. Et une 2+, 5+, invulnérable. Bien sûr, sauf s'il est en armure Terminator, dans ce cas-là, il y en a 4+. Donc il peut avoir une suite de Terminator. Et vous allez voir, il y a un truc intéressant. Voilà, une armée ne peut inclure de posséder que s'il y a une troupe ou un inquisiteur ou un seigneur inquisiteur. Et pour beaucoup d'unités comme ça, il faut avoir un inquisiteur dans l'armée. Donc élite, l'inquisiteur de base. Des possédés, donc de 1 à 3 possédés, mais qui, en fait, sont indépendants les uns des autres. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque début de tour, ils avaient un pouvoir psychique aléatoire. Tac. Quel plus invulnérable, voilà. Après, les thermis chevalier gris. Ah non, c'était 5+, la meilleure Terminator. Je croyais que c'était 4+. Non, c'était bien 5+. Les cultistes de parc, beaucoup de gens pensent qu'ils étaient juste pour les sœurs de bataille et pas du tout. On pouvait les embaucher si on avait un inquisiteur. On coûte 40 points. C'est des assassins en fait plutôt, on va dire, low cost comparé. Sinon, un assassin de l'Officio Assassinorium. On pouvait n'avoir qu'un seul dans l'armée. Un des 4 uniquement. Donc ça remplaçait les règles qu'on avait dans le Codex Assassin qui était sorti beaucoup plus tôt dans la V3. D'ailleurs, ce que moi j'aimais bien, c'est le Vindicar, le Vindicaré. Il avait plusieurs balles qu'on pouvait se servir et on choisissait au début du tour. Voilà. Donc les différents assassins, si vous voulez lire, je vous le mets comme ça. J'ai vraiment un petit problème de focus. Voilà. Vous dites que parfois j'ai pas un très bon retour caméra, n'hésitez pas à me dire. Donc chevalier gris en troupe, eux ou les troupes de choc de l'Inquisition. Les transports, Chimère, Rhino, Land Rider. Et en soutien, ça c'était super intéressant, donc une escouade Purgator. Donc c'est juste qu'en fait, ils pouvaient tous avoir des petits canons, des incinérateurs, mais surtout on avait la frappe orbitale. On choisissait la frappe qu'on voulait. Artillerie navale, torpille à fusion, bombe de barrage. Donc on choisissait qu'on voulait au tout début de la partie. Donc voilà ce que ça faisait, un gabarit terrible. Donc en fait, quand ça tapait, on mettait un gabarit et tout ce qui était en dessous était touché.
Et en fait, comment on faisait? Bah, caché au début de la partie, on prenait un bout de papier, on écrivait dessus un décor, lequel on ciblait en fait avec ça. Donc j'ai par exemple la ruine en haut à gauche, nanana, ou le truc, etc., la forêt, etc. Et on pouvait, tu sais, dans les réserves, donc on pouvait attendre, mais une fois qu'on l'a lancé, à tous les tours, elle allait tirer, et elle peut se disperser, dès que ça visait le décor, mais avec un jet de dispersion, bah, ça pouvait se décaler. Ça rendait du coup la zone incertaine, et c'est juste qu'on ne pouvait pas arrêter. C'était un bombardement, en fait, donc une frappe orbitale, donc un tir d'artillerie, et bah, dans la imprécision, même pour enlever son orbite basse, c'est dur d'être précis. Donc, hop, même quand on avait le son hit, en fait, quand on lançait un dé avec une flèche qui disait vers où le gabarit se décalait, et si on avait hit, ça bougeait pas. Et bien là, même avec ça, ça bouge quand même. Selon le Land Rider les Chevaliers Gris, le Land Rider Crusader, qui est arrivé avec les Black Templars, ça, et le Dreadnought Chevalier Gris. Donc c'était un peu tout, mais c'était vachement sympa. Et surtout très, comment dire, on était vraiment dans l'histoire. Lui là, il faudrait que je le retrouve un jour. Hein. Je l'aimais bien comme inquisiteur. Donc tu as les Chevaliers Gris métal, hein, en métal. On reconnaît l'incinérateur ici. Eux aussi sont cool, c'est des vieilles figurines, c'est un jour ils les ressortent. Là on reconnaît Cotéaz avec son armure à téton, issu en fait dans l'ambiance un peu romaine. Troupe de choc hein, de l'acquisition. La magnifique figurine de Cotéaz que je suis content d'avoir. La prochaine je pense que je la custom si je veux m'en servir, sinon je resterai avec celle-ci. Bon, par contre le serviteur, j'en ai un comme ça, bon, il a mal vieilli. Hein. Mystique, hiérophante, acolyte, sage, voilà. Cotéaz était vendu avec des chérubins, je me souviens bien. Les possédés, des figurines qu'on ne peut plus du tout trouver, alors qui étaient par contre particulièrement moches, mais si un jour ils en refont, je serais vraiment preneur de ce style, parce que là, si vous mettez dans l'index de la V10, alors je sais pas pour le nouveau codex qui sort bientôt, que j'achèterai de Day One, on pourrait en avoir, il n'y en avait pas de figurines, donc moi je me suis fait la mienne. Donc les cultistes, les assassins, donc plus old school, hein, qui étaient beaucoup moins dynamiques. Les verseurs étaient assez rigolos. Bon, la Kalidou et Vandikar sont vraiment toujours stylés. Alors, il y avait deux variantes à chaque fois. Ah, n'hésitez pas à aller voir ma review du Codex Assassin qui était avant celui-ci. Et justement, on les voit toutes. Donc, les véhicules, on Rider, Dreadnought et compagnie. Comment peindre une armée tac. Et après, on va voir les règles pour voilà, les adversaires des chasseurs de démons. J'aime bien ce truc. Vraiment stylé. Vous notez que c'est John Blanche qui l'avait peint. Il est quand même meilleur en peinture normale. Donc, en gros, quand on était un adversaire des chevaliers gris, on pouvait utiliser les règles spéciales, donc avoir des démons dans son armée en plus. Donc, vous pouvez jouer, j'ai une bêtise, orc et avoir des démons, ou garde impériale. Et donc, on pouvait utiliser tout ce qui était dans le codex démons et les démons du codex spécial du chaos. Et sinon, on peut utiliser ce profil-là, qui était un profil en fait plus générique. Démon majeur du chaos, mais on va dire du chaos universel. Au lieu, mais sinon, on peut utiliser si on avait les codex spécial du chaos, on peut utiliser ce qu'il y avait dedans. Donc, les bandes de démons du chaos génériques, donc on peut n'importe quelle figurine pour le faire. Et là, même les dons démoniaques étaient générés aléatoirement. Vous voyez, don démoniaque, j'étais indécé en déploiement. J'ai de 1 à 3 est doté de visage démoniaque, sur lequel plus ça faisait le don griffe démoniaque. On avait ici le vol démoniaque, c'était pour les démons majeurs.
On vous explique aussi les règles de possession. Alors ça, c'était super bien. Je crois que c'est plus comme ça, vous me direz. Mais en gros, on disait que telle figurine était possédée par un démon. Et en fait, à chaque tour, on peut décider de résister ou non. Alors c'est quand même un dé. Si on disait qu'il résistait, il fallait faire un 6 pour qu'il arrive. Si on disait qu'il résistait pas, il arrivait sur un 4+. Donc même si on résistait pas, il pouvait ne pas arriver. Et si la figurine mourait, le démon arrivait immédiatement. Et là, on nous explique pourquoi on pourrait se battre contre autre chose. Pourquoi contre des Space Marines? Pourquoi contre la garde impériale? Tiens, pourquoi contre des tyrannides? Un vaisseau russe est aspiré dans le warp, on est sorti déformé au-delà de ce qu'il est possible d'imaginer. Lorsque les monstres qui l'habitent toucheront la surface d'une planète, les chasseurs de démons seront là pour l'attendre. Parce qu'il y a du démon là-dedans. Une fouille gastrique sera en loin d'un ancien portail warp et les âmes qui s'en échappent l'ont réactivé. Notre démoniaque sera bientôt inévitable, donc en fait il y a des tyrannides, mais il y a aussi du démon. Un prince tyrannide affecté par la pourriture de leur gueule. Oula, j'aimerais bien avoir une conversion de ça, moi. Il répond à la corruption parmi ses essaims. Bon, voilà, pourquoi les Eldar, etc., etc., etc. Les Tau aussi, parce que les Tau étaient sortis avant. Les reliquaires d'un monde sanctuaire attaqué par les Tau sont dépositaires de nombreuses armes sacrées adaptées au combat contre les entités démoniaques. Pareil trésor ne peut être perdu. 2 scénarios spéciaux d'un rituel qu'il faut interrompre. Et là, les pages spéciaux. Donc là, en page spéciaux, on n'a pas beaucoup. On a côté As et Stern uniquement. Alors, sinon pour le texte. Donc côté As, en fait, il a son marteau qui... un marteau de démon ordinaire. Mais pour lancer les jets pour blesser raté. Et là, son aigle aussi. Donc c'est un bonus de plus 1 initiative, de plus 1 attaque qui est déjà dans le profil. C'est vrai que vous voyez dans le profil, il y a des petites parenthèses. C'est pour ça. Tueur de démons, donc qui fait peur aux démons en fait. Et grand protecteur du secteur formosien. Voilà, il peut avoir plus d'hommes de main que les autres. Et je sais plus qui c'est. Ah si, c'est les inquisiteurs de base. Ils ont aussi une règle, je crois, qui leur fait en fait qu'ils sont. Ils peuvent relancer un dé, un jet de dé en fait, et dire s'ils le prennent ou non, dans le genre là. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils peuvent en fait, s'il y a un test, ils peuvent dire, bah, c'est tous les inquisiteurs, ils font un test de barrage ou de commandement de morale, et ils peuvent dire s'ils le réussissent ou s'ils le ratent. Ils peuvent volontairement le rater si ça les arrange. Donc là, Stern, alors, il nous parle déjà de Mkachen, ou Mkaren, je sais pas comment vous le prononcez, ou Mkaken. De Kake pour un truc de Tsinch, ça peut être pas mal. Il n'a rien réellement de spécial, sauf une règle assez rigolote, que je vous mets ici. En gros, il peut avoir des relances spéciales. Par contre, s'il utilise une relance pendant le tour, l'adversaire peut aussi utiliser une relance pendant le même tour. Par contre, s'il ne le fait pas, bah, il perd la relance possible. Donc ça, c'est assez rigolo. C'est à cause du démon qui fait en sorte que ça se passe pas forcément bien pour lui. Petite histoire là justement là-dessus. Et voilà. Là, j'adore la dernière image. Donc voilà, donc un codex fort sympathique où l'inquisition, tout ça, c'est ensemble. Donc je crois que pour la V10, ils essayent de retourner sur ce genre-là. On verra bien quand le codex sortira. En tout cas, il est magnifique. Il est, comment dire, ça c'est Adrian Smith, d'ailleurs. On connaît son style. Il est pensé d'un point de vue en fait narratif et fleuve comme tous les codex de la V3. C'est vrai que la V3 c'est une version que j'aime beaucoup. Alors elle est pas du tout équilibrée. Hein. Si vous les rejouez en V3, vous allez voir, c'est pas équilibré. Mais elle n'a pas été pensée pour être optimisée. Elle a été pensée pour être narrative, réellement amusante. C'est le genre de truc qu'on pense au chevalier tout de suite. Plein de démons avec quelques chevaliers. D'ailleurs, il y aura une version refaite dans un codex chevalier plus tard. Voilà, voilà. On se retrouvera du coup aussi plus tard pour que je vais montrer ma bande d'inquisition. J'espère d'ailleurs qu'elle est toujours jouable en V10 avec le nouveau codex. D'ailleurs, je verrai bien si elle est jouable ou non. Je verrai comment on peut faire sa bande. Pas que avec la boîte, en partie, mais pas que. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, liker, partager, etc., etc. Et à me dire juste ce que vous en pensez. Hein. Même ça, soit ça me fait plaisir d'avoir des coms, ça aide le référencement, mais voilà, surtout, j'aime bien avoir vos avis. Et je vous dis donc à très bientôt. Allez, ciao et soyez purifiés.